Yassouni. C'est une réserve naturelle classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cette décision met en colère les indigènes, mais pas seulement. De nombreux Équatoriens protestent contre ce projet. Philomène Rémy. Bienvenue dans le parc de Yassouni. C'est la forêt tropicale avec la plus grande biodiversité de toute l'Amazonie. Ici vivent des milliers d'espèces d'insectes, 696 variétés d'oiseaux, des centaines de mammifères ou encore 121 espèces de reptiles. Mais la tranquillité de tout ce petit monde va bientôt être interrompue par des forages pétroliers. C'est avec une grande tristesse que j'ai dû prendre l'une des décisions les plus difficiles de ma carrière. Je demande à l'Assemblée nationale, au nom de l'intérêt du pays, l'accord pour l'exploration pétrolière dans Yassouni. Mais avant de se résoudre, le pouvoir équatorien avait tenté en 2007 une approche originale, sinon inédite. À la tribune de l'ONU, le président Correa lançait à la communauté internationale une sorte d'ultimatum écologique. En échange de la non-exploitation de certaines zones de son sous-sol, évitant ainsi le rejet dans l'atmosphère de 400 millions de tonnes de CO2, il demandait 3,6 milliards de dollars sur 12 ans. Mais il n'a obtenu que 13,3 millions de dollars, soit 0,37% des fonds attendus. La raison fondamentale de cet échec est que le monde est d'une grande hypocrisie où la logique qui prévaut n'est pas celle de la justice, mais celle du pouvoir. L'exploration et la construction des infrastructures de forage devraient commencer dans les prochaines semaines. Restez sur France 24, l'information continue. Les équipements qui exportent le pétrole. Reste à savoir maintenant comment. It's a very entertaining film. Finish ahead of the team Sky. If you haven't left. Nous avions Ça souffle très peu de trains. Des élections. Des positions uniques. Journée historique. Malgré tout, la cathédrale en elle-même. Libyenne à l'armée régulière libyenne. Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. L'an prochain, les forces de l'OTAN, à commencer par les forces américaines, doivent quitter l'Afghanistan. Comment ce retrait va affecter le pays, mais aussi ses voisins, le Pakistan, l'Inde ou encore l'Iran? Certains annoncent le retour des talibans, d'autres parlent de chaos et des tensions accrues aux frontières. Ce qui est certain, c'est que l'équilibre de toute la région va être affecté, une région qu'on appelle l'Asie médiane et dont notre invité aujourd'hui est spécialiste, Didier Chaudet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez à l'Institut pour la prospective et la sécurité en Europe. Avant de décrypter un petit peu l'impact du retrait des forces de l'OTAN sur l'Asie médiane, peut-être est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion d'Asie médiane? Enfin, c'est finalement des pays dont le destin est intrinsèquement lié? Ils sont liés par l'histoire, ils sont liés par la culture. En fait, quand on parle d'Asie médiane, on parle de l'Afghanistan et de son environnement régional. Donc c'est vrai que principalement Iran, Pakistan, une bonne partie de l'Asie centrale, maintenant géopolitiquement ça veut dire toute l'Asie centrale. C'est une zone qui culturellement est turco-persane, qui a été marquée par le règne turc et par la culture venant de ce qui est l'actuel Iran. Et pour vous, l'impact, enfin le retrait des forces de l'OTAN en Afghanistan va affecter toute la région? Totalement. Disons que les problèmes qui viennent d'Afghanistan ont déjà eu un énorme impact négatif sur l'Iran et sur le Pakistan. Pression des réfugiés, trafic de drogue, insécurité, extrémisme sunnite. Vous avez eu également cet impact sur l'Asie centrale et qui a touché de fait la Russie et ensuite l'Europe. Mais l'Asie centrale a vécu l'agression djihadiste autant que les problèmes de drogue comme venant en bonne partie d'Afghanistan. Alors reprenons peut-être les différents pays point par point, à commencer par le Pakistan qui va être directement affecté par ce retrait américain. De quelle façon finalement? L'impact va être plus ou moins fort selon les choix de la politique américaine. On critique souvent les Pakistanais, mais en fait, en fin de compte, quand on regarde la politique pakistanaise telle qu'elle a été faite, elle a toujours été faite avec l'Amérique en tête. Si dès 2002, l'ISI et les services pakistanais
et les différents penseurs pakistanais ont pensé que les Américains n'étaient pas véritablement capables de faire le travail en Afghanistan, qu'ils n'étaient pas prêts à le faire parce qu'ils étaient trop focalisés sur l'Irak, sur des sujets proches orientaux. On peut expliquer en bonne partie ce qu'on a appelé le double jeu. Bon, ce qui est souvent dit dans la région, c'est que il n'y a que les idiots qui n'ont pas de double jeu. Les Iraniens en ont un, les Pakistanais en ont un, même les Indiens en ont un. Alors, concentrons-nous peut-être sur le Pakistan. Le double jeu du Pakistan, c'est à la fois un allié des États-Unis, mais en même temps, on dit que les services de sécurité pakistanais, la ISI, justement, soutient les talibans. Finalement, c'est ça le double jeu qu'on reproche au Pakistan, souvent. En fait, le double jeu, précisément, ça a été moins un soutien actif que le fait de fermer les yeux et d'être en contact sans doute avec certains groupes talibans. Pas avec tous, parce que maintenant on sait que des talibans afghans ont aidé des talibans pakistanais à combattre Islamabad. Donc on est dans tout ce jeu. Ce jeu est un jeu en demi-teinte. Il n'y a pas des alliés et des ennemis. Il y a des personnes qui sont plus ou moins alliées à certains moments et d'autres personnes qui vont être plus ou moins ennemies à certains moments. C'est la grande difficulté du jeu sur l'Asie médiane. Mais alors finalement, quel est l'intérêt d'Islamabad en Afghanistan? Est-ce qu'il vaut mieux pour Islamabad une région stable, une région contrôlée par les talibans, une région où finalement les Américains garderaient une certaine forme de présence? Quel est l'intérêt principal d'Islamabad? Il leur faut la stabilité avant tout et ne pas avoir un ennemi dans leur dos. Parce que le principal problème pour le Pakistan est et restera toujours l'Inde. Le Pakistan se bat contre des ennemis en interne, mais garde toujours des troupes postées à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Oui, parce qu'on va peut-être le voir sur une carte. En fait, le Pakistan craint finalement être pris en tenaille entre l'Inde d'un côté et l'Afghanistan de l'autre. On le voit effectivement sur cette carte voilà, et veut absolument que l'Afghanistan reste un allié pour le pays. Ah, totalement. Il ne faut pas oublier que le Pakistan a été en effet pris en sandwich par l'Afghanistan et par l'Inde dans les années 50 et dans les années 60. Kaboul, dans les années 50, soutenait des petites rébellions de Pashtuns au Pakistan. Donc le jeu de certains acteurs non étatiques s'appuyant sur un État étranger pour faire des actions terroristes n'a pas été inventé que par les Pakistanais. Les Afghans ont fait de même. De fait, dans la région, ça n'est pas si rare. Mais ils vont, très concrètement, dans les mois qui vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont essayer d'agir? Il semblerait que la logique des Pakistanais, en tout cas depuis le dernier gouvernement PPP et maintenant le gouvernement Nawaz Sharif, c'est d'apparaître comme une solution avant tout, faire comprendre au reste du monde qu'ils sont là pour aider, que c'est dans leur intérêt d'aider et qu'ils vont du coup agir dans ce sens en essayant d'apaiser les choses avec l'Inde et en même temps en essayant de stabiliser l'Afghanistan et en parlant à différents acteurs. On se rend compte qu'aujourd'hui les Pakistanais ne parlent pas qu'aux Pashtuns. Chose assez intéressante, ils parlent aujourd'hui aussi aux Hazaras qui sont chiites et qui ont toujours été la clientèle traditionnelle des Iraniens. Alors passons maintenant à l'Inde, parce qu'on disait que cette inquiétude du Pakistan, c'est d'être pris en tenaille entre l'Inde, donc le frère ennemi, et l'Afghanistan. Est-ce que l'Inde a véritablement envie de s'installer en Afghanistan ou de créer une alliance avec l'Afghanistan? S'installer en Afghanistan, pas forcément. Et ils ont quand même une forte présence locale. Ils ont beaucoup investi, ils ont beaucoup aidé. Les Indiens sont en général très aimés des Afghans grâce à cette aide. Maintenant, cette aide n'est pas totalement désintéressée. Si l'Afghanistan était à 3000 bornes de l'Inde, peut-être qu'il s'intéresserait un peu moins à l'Afghanistan en tant que tel. Donc bien sûr, il y a un intérêt géopolitique. Le but est aussi de gérer le Pakistan en tant que possible et de le contraindre à se plier aux intérêts indiens si nécessaire. Donc dans ce jeu-là, il n'y a jamais de gentils et de méchants, il y a juste deux États qui se battent pour leurs intérêts nationaux. Est-ce que l'Inde n'essaye pas aussi tout simplement de contrer l'influence chinoise pour le coup on sait que les Chinois investissent massivement dans les mines, en particulier en Afghanistan. Est-ce que c'est pas une façon de bloquer un petit peu l'influence chinoise? En fait, c'est l'autre grand jeu derrière les tensions pakistano-indiennes. C'est que les Indiens se positionnent toujours par rapport aux Chinois et du côté chinois, il y a cette sorte de condescendance par rapport aux Indiens qui se retrouvent dans leur politique face à eux, tout sourire en direct, beaucoup moins le cas par derrière. C'est lié au fait que ce sont les deux grandes puissances potentielles d'Asie. Ils sont bien trop proches et l'un forcément l'emportera face à l'autre. Alors parlons peut-être maintenant du dernier grand voisin quand même de la région, à savoir l'Iran. L'Iran qui a une attitude finalement assez ambiguë par rapport à ce retrait américain que
pourrait imaginer que l'Iran le voit d'un très bon œil et soit plutôt satisfait de ce retrait. Et finalement, on a l'impression qu'ils craignent une déstabilisation de la région ou en tout cas du pays. En fait, les Iraniens sont beaucoup plus rationnels qu'on ne le pense. En fait, on est souvent en Occident tellement focalisé sur le régime qu'on en oublie que la politique étrangère parfois transcende les régimes. L'Iran veut un Afghanistan stabilisé, sans extrémistes sunnites ou sinon avec un impact limité. Ils ont accepté que les talibans faisaient partie de la vie afghane, de la vie politique afghane. Donc maintenant, ils leur parlent. Mais il n'y a pas d'alliance secrète entre l'Iran, Al-Qaïda, les talibans. Tout ça ne fait strictement aucun sens. Certains papiers en ont parlé. Ça ne veut rien dire. Les Iraniens ont en fait exactement la même position que les Européens et que les Américains sur la stabilité afghane et sur les extrémistes sunnites sur place. Et hélas, on n'a pas su utiliser cet état de fait pendant la guerre contre le terrorisme depuis la fin 2001. Alors, pour vous résumer, finalement, toutes les régions de l'Afghanistan ont finalement un intérêt à sa stabilité et à ce que, malgré ou enfin avec le retrait américain, il n'y ait pas de chaos qui se développe dans le pays. Alors, concrètement, comment vont agir ces différents pays ? Bien sûr, ils ont un intérêt à la stabilité afghane, ils ont un plus grand intérêt pour leurs intérêts nationaux. Et si ça veut dire des problèmes pour d'autres pays, des tensions à l'intérieur de l'Afghanistan, ils privilégieront bien sûr leurs intérêts nationaux. Donc on est dans une situation très paradoxale où tous les États de la région veulent la paix, veulent la stabilité, veulent la prospérité économique pour l'Afghanistan. Et malgré tout, l'Afghanistan, dans les années à venir, pourrait souffrir des différents jeux de puissance, de jeux d'influence entre les différents États régionaux et par les grands États à l'international. Mais quand vous dites ils ont intérêt à cette stabilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, par exemple, ils vont soutenir les élections qui doivent avoir lieu l'an prochain d'ailleurs, puisque Hamid Karzai doit quitter le pouvoir. Est-ce que c'est ça là une façon de soutenir la stabilité ? Est-ce qu'au contraire, c'est de dire non, il faut arrêter, on va soutenir les talibans sans élection ? C'est quoi finalement En général, je pense que la majorité d'entre eux vont soutenir les élections. Je ne vois pas l'Iran, l'Asie centrale, la Russie jouer un autre jeu. L'Inde non plus. Les Pakistanais parlent avec tous les acteurs, donc d'eux-mêmes, ils vont soutenir les élections. Maintenant, quel va être l'impact réel des élections en Afghanistan ? Qu'est-ce qui va se passer pendant ces élections ? Ça va être aussi un jeu inter-afghan. Beaucoup de choses vont se passer d'une façon ou d'une autre selon le jeu des différentes ethnies, des différents groupes afghans eux-mêmes. Certains annoncent le chaos général. Est-ce que vous pensez que c'est un des scénarios vraiment envisageables ? Est-ce que ça ira jusque-là ? Je pense que les Afghans ont assez souffert pour se rendre compte que c'est contre leurs intérêts, donc ils pourraient éviter ce genre de choses. Maintenant, et le retour des talibans à Kaboul ? Le retour des talibans à Kaboul via un accord ou via une victoire militaire à plus long terme et uniquement à plus long terme, s'ils réussissent vraiment à rester consolidés les uns avec les autres, est une possibilité, mais ça prendrait plus de temps qu'on ne le pense. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a talibans et talibans. Différents groupes, différentes options, différents chefs. Donc on a un avenir quand même assez flou encore pour l'Afghanistan et pour la région, dont les différents pays cherchent quand même la stabilité. Merci beaucoup Didier Chaudet de nous avoir éclairé sur les enjeux géopolitiques de la région, de ce qu'on appelle l'Asie médiane. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe.